l'empereur et ses honorés. C'était l'usage autrefois sur Macragge de mettre par écrit ses études sur les arts et d'en offrir la rédaction au prince. Car, pour débuter sagement, les auspices de l'empereur sont, après ceux du savoir, les plus favorables, et personne n'est tenu de réunir un plus vaste trésor de connaissances que le maître de l'humanité, dont les lumières peuvent contribuer au bien-être de tous ses sujets. Galerius Pontius, l'un de mes précepteurs, et d'autres excellents princes autorisèrent volontiers cette coutume, comme le prouvent de nombreux exemples. Aussi, aidée du suffrage des monarques, l'éloquence a grandi en Macragge, tant qu'elle ne fut point taxée de hardiesse coupable. Engagé à mon tour dans cette voie, lorsque je considère avec quelle turpitude je me dois de me battre en ces heures sombres, j'aperçois à peine toute la distance qui me sépare des écrivains d'ultramar. D'ailleurs, cet opuscule n'en demande ni les ornements du style, ni les étincelles du talent, mais l'exactitude d'un travail consciencieux, destiné qu'il est à recueillir des préceptes, disséminés et enfouis chez la plupart des commémorateurs et des auteurs militaires, pour les reproduire au jour dans l'intérêt de l'impérium. Nous essaierons d'abord de montrer, à l'aide de chapitres gradués, les mesures adoptées préférables pour le choix et la provenance des recrues destinées à l'ascension. Non que nous supposions, invincible empereur, que ces détails vous soient étrangers, mais afin qu'en votre absence, vos dispositions personnelles pour la défense de l'humanité soient conformes à celles que vous prîmes jadis, tout à la lumière des incertitudes actuelles, et que chacun puisse trouver, réuni dans ce petit volume, tout ce qui intéresse ses préoccupations sur des matières aussi importantes et d'une constante nécessité. La pratique des armes a valu seule à l'impérium la conquête de tous ces peuples. À la guerre, ce qui détermine ordinairement la victoire, c'est moins la quantité d'hommes et la bravoure dénuée d'expérience que l'art développé par l'application. Les moyens qui assurèrent à l'impérium et à l'homme la soumission de l'univers ne sont autres évidemment que la pratique des armes, la science des campements, l'habitude de la guerre. Sans cela, en effet, comment le petit nombre des humains aurait-il pu tenir contre la multitude des xénos et des traîtres ? Comment la petitesse de leur taille aurait-elle défié les formes gigantesques de la bête ? Les villes orcoïdes nous étaient certainement supérieures et en nombre et en force physique. Nous avons toujours été au-dessous des Eldar sous le rapport de la ruse et des savoirs, non plus qu'ils nous aient surpassés en sagesse et en talent. Ceci n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Mais devant tous ces obstacles, il a suffi de faire un choix éclairé des recrues, de leur enseigner, pour ainsi dire, la jurisprudence des armes, de fortifier la chair par des exercices quotidiens, de les initier sur le terrain de manœuvre à toutes les éventualités présumables des combats et des batailles, d'infliger à la paresse de sévères châtiments. Car le savoir militaire alimente l'audace du guerrier, nul n'appréhende d'exécuter ce qu'il est sûr de connaître. Dans les hasards de la guerre, une poignée d'hommes exercés tient la victoire en main, tandis qu'une masse ignorante et maladroite risque toujours d'être taillée en pièces. En tant que commandant, vos outils sont myriades, mais le sage sait que les batailles se gagnent par la chair des guerriers et non par les machines. La chair peut apprendre, tandis que la machine doit être constamment instruite. La chair éprouve de la loyauté envers ses frères et de la vénération pour l'empereur, tandis que la machine ne sait rien de ces choses. Lorsque l'heure est noire et la victoire incertaine, ne vous tournez pas vers la machine, mais vos frères de bataille. La machine ne vous apportera la victoire que si vous lui expliquez comment procéder. Vos frères traverseront les flammes et les carnages les plus terribles au moindre de vos ordres, et vous apporteront la victoire simplement parce que vous leur avez demandé. Ainsi est-il de primauté de bien choisir celui qui se tient à vos côtés dans la guerre. Parmi quel peuple choisir les novices ? Pour agir avec ordre, il faut examiner d'abord par quel monde ou quel peuple on prendra les novices. Il est de fait qu'en toute planète naissent indistinctement des braves et des lâches. Cependant, tel peuple surpasse tel autre à la guerre, et d'ailleurs le climat influe singulièrement sur les facultés physiques et morales. Nous allégerons à cet égard l'opinion des juges les plus compétents. Tous les mondes rapprochés du soleil, disent-ils, exposés à une chaleur absorbante, ont plus de vivacité, d'instinct et moins de sang. Aussi, le courage et l'aplomb leur font-ils défaut pour combattre de près, dans la crainte des blessures dues à leur organisation peu sanguine. Ceux de la bordure, au contraire, éloignés des ardeurs du soleil, sont moins prévoyants, il est vrai, mais en retour, leur vigoureuse constitution les prédispose merveilleusement à la guerre. Il m'est avis qu'il faut donc choisir les recrues dans les mondes tempérés, là où une surabondance de vie fait affronter les blessures et la mort,
sans rien noter de l'esprit de prudence qui inspire la subordination à l'impérium et dirige la conduite sur le champ de bataille et dans les conseils. Les recrues des mondes sauvages sont-elles préférables à celles des mondes ruches ? Voyons en second lieu si les recrues des mondes sauvages sont préférables à celles des cités ruches. Ici, je ne crois pas qu'on ait jamais pu mettre en doute l'aptitude spéciale des peuples des mondes sauvages pour les armes. Lui, élevé en plein air, rompu à la fatigue, habitué au soleil et peu soucieux de l'ombre, ne sachant même pas s'il existe des bains, ignorant le luxe, simple dans ses goûts, se contentant de peu, façonné et endurci de bonne heure à toute espèce de travaux, manier le fer, creuser des fossés, porter des fardeaux. Telles sont les habitudes des sauvageons. Pourtant, la nécessité veut quelquefois que l'on appelle également aux armes les habitants des manufactorums et des ruches. Admis sous les drapeaux, ils apprendront d'abord à travailler, à faire des courses, à porter des charges, à braver le soleil et la poussière, à vivre d'une nourriture sobre et frugale, à séjourner tantôt en plein air, tantôt sous la tente. Ils passeront ensuite à l'étude pratique des armes. Dans la prévision d'une aspirance, on les tiendra le plus longtemps possible en race campagne, hors des séductions de la cité, pour leur faire contracter tous ensemble la force physique et la force morale nécessaires à l'initiation. Nous ne disconvenons pas que dans les fins de la Grande Croisade, les habitants des villes partaient peu pour la guerre, mais alors ils n'étaient énervés par aucune menace mortelle. Nous admettons donc sans peine ou tracas qu'il n'est point de honte à manier la plume ou le treuil, tant qu'il en est pour la prospérité de l'humanité et de son impérium. Nul déshonneur a préféré une vie servile qu'une mort glorieuse pour son citoyen loyal. C'est dans cette structure d'esprit que doit aussi penser l'officier, dont le monde produira les meilleurs éléments. Le gouverneur planétaire possède un rôle qui surpasse ses honneurs, et il doit choisir ceux qu'il envoie à la guerre avec autant de soin que les armes qu'il leur confie. Et une fois ce choix fait, il doit toujours maintenir sa juste raison et ne pas sacrifier en vain la chair confiée par l'homme, non sans lui octroyer une déférence trop importante. Mourir sans but n'est pas servir l'empereur, c'est une hérésie que de gâcher les vies qui vous sont confiées en tant qu'officier impérial. Il n'y a rien de honteux ni de déloyal à effectuer une juste retraite. Mais dans votre repli, ne laissez à l'ennemi aucun répit. Ce qui ne peut pas être sauvé doit être saboté. Ne laissez ni armes, ni armure, ni véhicules, ni nourriture, ni eau. Retournez la terre devant ses pieds, et ne lui laissez que le désert et la désolation comme trophée de guerre. En cela, il n'est point de qualité supérieure à retrouver entre sauvageons et citadins. Une juste appréciation de la chose ne convient que de l'usage qui est fait de l'homme. Il est un argile aux propriétés distinctes, aux modalités de sculpture différentes, mais n'attendant qu'à être modelé pour se voir offrir un but. À quel âge admettre le novice ? Cherchons maintenant à quel âge il convient de prendre le novice parmi cette masse aspirante. Personne n'ignore que, d'après nos anciennes coutumes, les recrues doivent être choisis au début de la puberté, car à cette époque de la vie, l'enseignement offre le double avantage d'un progrès rapide et durable. D'ailleurs, les épreuves de la course et de la gymnastique, d'où naît la vivacité et les allures militaires, doivent avoir lieu avant même que l'âge n'admette son ascension. C'est l'agilité et la force, jointes à la connaissance de l'exercice, qui constituent le guerrier modèle. Il faut choisir des jeunes gens comme l'indiquent ces paroles de Connor. Aussitôt que la jeunesse paraissait apte à la guerre, on se hâtait de la soumettre à l'apprentissage laborieux des armes. Il vaut mieux qu'un jeune novice allègue le défaut de maturité pour le combat que de regretter une mauvaise prise de ses implants. Il sera alors gré de l'enseignement instruit durant son ascension. Il s'agit d'enseigner à l'Astartés en devenir à se servir du bolter, à porter l'armure sans encourrousser l'esprit, à exécuter chaque mouvement, chaque figure de l'escrime, sans s'écarter de son poste, sans troubler les rangs, à lancer la grenade avec précision et vigueur, creuser un fossé, bâtir un camp, manier le bouclier et le poser obliquement au trait, parer les coups avec adresse, les porter hardiment. Pour un Astartés formé de la sorte, se trouver en bataille contre des ennemis, n'importe lesquels, ne sera point un sujet d'épouvante, mais un plaisir. Taille du novice. Je sais qu'on a toujours exigé dans le jeune novice une haute taille. Ainsi fallait-il avoir 6 pieds retenus de 10 pouces pour entrer dans la plupart des légions. Mais alors, le nombre des sujets était plus considérable, et la carrière des armes moins généralement suivie. Les affres de la trahison de mon frère n'avaient point puisé leur tribut sur l'humanité. Puisque la nécessité le veut, il faut donc moins envisager la taille que la force. Voyez-en, à cet égard, le témoignage qui nous dit que ce n'est point la taille de la lame qui tue, mais l'acuité de son fil et la force du poignet qui la tient.
Indices physiques qui caractérisent les meilleurs sujets. L'organisateur du recrutement examinera avec attention le visage, les yeux, la conformation particulière des membres de ceux qui doivent devenir un jour des Astartes. Car les indices du courage se révèlent non seulement chez l'homme, mais encore à en croire les magos dans l'équin et le canidé. L'arc-magos biologiste de Montoprimus prétend même qu'on les retrouve jusque dans les apis qu'il cultive en son monde. Aisément, on connaît le plus vaillant des deux. De sa tunique d'or, l'un éblouit les yeux. L'autre, à regret, montrant sa figure hideuse, traîne d'un ventre épais sa marche paresseuse. Que le jeune homme, destiné aux travaux de la guerre, ait l'œil éveillé, la tête droite, la poitrine large, les épaules musculeuses, les bras nerveux, les doigts allongés, peu de ventre, les jambes minces, les jarrets et les pieds non chargés de chair, mais solidement unis par les cartilages. Si vous rencontrez ces caractères chez un aspirant, ne vous inquiétez pas de sa taille, la force dans le soldat vaut mieux que sa haute stature. Ainsi auront-ils le cœur pur et le bras puissant, le doute et l'orgueil n'auront nulle emprise sur eux. Ils seront les étoiles qui brilleront au firmament des batailles, les anges de la mort dont les ailes immaculées apporteront l'annihilation aux ennemis de l'humanité. Ainsi en sera-t-il pour 100 millénaires, jusqu'à la fin de l'éternité et l'extinction de toute chair mortelle.